Merci, bonsoir. Juste rétablir une petite précision à la présentation. Solvay fait toujours partie de l'Université libre de Bruxelles, parce qu'à un moment il y a eu une petite ambiguïté. Je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles, y compris Solvay. Voilà, donc je ne sais pas trop bien à quel public je m'adresse. Je présume que vous n'êtes pas versé dans l'intelligence artificielle comme je le suis depuis toutes ces années. Donc j'ai simplement décidé de faire une espèce de rapide panorama d'une dizaine de minutes, puis Damien me succédera pour parler d'un sujet plus pointu autour d'une des technologies assez porteuses de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage, le big data et le machine learning. Moi, je voulais donner un portrait un tout petit peu plus large, sans doute de l'âge aidant, puisque j'ai vu évoluer ce domaine. Et puis c'est vrai que je dirais que tous les 2 ou 3 ans, il y a un effet d'annonce important, la victoire au Go, Watson, qui est ce logiciel qui a battu les meilleurs joueurs dans un jeu télévisé américain très populaire, la victoire aux échecs, la Google Car, etc. Donc il y a tous les 3 ans quelque chose qui fait le buzz. Mais quand on est dans ce domaine comme moi depuis un certain nombre d'années, c'est une progression lente. Il n'y a rien de surprenant à ce qui se passe. La machine étant de plus en plus puissante, les principes de l'intelligence artificielle ont été établis, je dirais, il y a une trentaine d'années, et du côté des principes, il n'y a pas grand-chose qui a été modifié. Mais simplement, avec la puissance de la machine et la mise en œuvre de ces principes, on fait des choses de plus en plus extraordinaires, et voilà, c'est grâce à ces effets d'annonce que je me retrouve parfois dans ces conférences. Alors, je vais vous faire un rapide panel de l'intelligence artificielle, et puis surtout essayer de vous faire comprendre qu'il y a actuellement, il y a toujours eu, mais il y a encore plus aujourd'hui, 2 intelligences artificielles. J'ai fait une conférence là, il y a quelques jours à l'Institut Pasteur, et j'ai appelé la première l'intelligence artificielle consciente et la deuxième inconsciente. Et en fait, il y avait Changeux qui était là, qui, comme vous savez, est un neurologue important, qui a beaucoup écrit sur la conscience, qui disait non, tu n'utilises pas ces termes de conscience et inconscience. Et pourtant, vous allez voir, on pourrait les utiliser pour différencier ces 2 traditions d'intelligence artificielle dont je vais vous parler. Et en fait, elles sont assez vieilles, elles remontent à la naissance de l'intelligence artificielle, puisque, en fait, vous savez qui a donné naissance, je dirais, à l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. C'est ce personnage qui a été célébré il y a 2 ans, parce que je crois qu'on a fêté le centenaire de sa naissance, il y a pas mal de choses qui sont sorties. La reine a finalement reconnu que l'Angleterre avait fait une erreur en le lobotomisant, mais néanmoins, ce personnage, il y a pas mal d'années, on lui a demandé une définition d'intelligence artificielle. Et il était assez désarçonné, parce qu'en lieu et place d'une définition, comme on pourrait faire une définition en physique ou en chimie, d'électrons, des molécules ou des atomes, il n'y avait pas de définition à proprement parler d'intelligence artificielle, mais en place d'une définition, il a proposé un test. C'est devenu évidemment le fameux test de Turing, et Turing disait on concevra une intelligence artificielle où on pourra qualifier un logiciel, il n'y avait pas encore de robot, il ne pensait pas trop aux robots à l'époque. Il disait on pourra qualifier un logiciel d'intelligent le jour où, en dialoguant avec un interlocuteur, cet interlocuteur aura l'impression d'avoir affaire à un être humain. Voilà, c'était le test de Turing. Si vous dialoguez avec un logiciel dont vous ignorez la nature et que vous êtes bluffé sur cette nature parce que vous dites ça peut être qu'un être humain, à ce moment-là, le logiciel en question aura réussi et on pourra le qualifier d'intelligent. Alors ce test de Turing, c'est intéressant parce que sa définition d'intelligence artificielle, ce n'était pas une définition scientifique, c'était une performance. Et en fait, je vais prendre le pointeur là, en fait, il ne s'est pas du tout prononcé sur comment devait être ce logiciel. Ce logiciel, il ne nous en a pas donné les ingrédients, il ne nous a pas indiqué comment il fallait le programmer, simplement ce logiciel devait nous tromper sur sa véritable nature. Ce qui est intéressant, c'est que, je dirais, 10 ans plus tard, un logiciel qui est parvenu à faire ça. Un logiciel est parvenu à bluffer la plupart de ses utilisateurs qu'ils avaient affaire à un véritable humain alors que c'était un logiciel. D'ailleurs, c'est très amusant, si vous allez à Paris et si vous allez au Quai Branly, il y a une exposition qui s'appelle Persona pour l'instant, et vous pouvez jouer avec ce logiciel. C'est vraiment une extraordinaire exposition. Et si vous voulez jouer avec ce logiciel, vous pouvez, il est là, il est exposé. Et en fait, ce logiciel a été conçu par un informaticien, et c'est un logiciel profondément crétin. C'est très important de comprendre qu'il est profondément crétin. Et pourtant, il a réussi à bluffer la plupart des patients qui étaient dans un cabinet de psychanalyste, enfin bon, c'est un cabinet de psychanalyste, donc certaines choses peuvent se comprendre, qu'ils avaient affaire à un véritable psychanalyste. Et en fait, ce logiciel, voilà, en fait, le patient arrivait, il dialoguait avec un écran, et ici c'est en anglais, mais c'est vraiment tiré de ce logiciel, vous pouvez d'ailleurs l'expérimenter au Branly, je vous l'ai dit, le patient dit « My boyfriend », c'est de l'anglais, mon petit ami m'a fait venir, et le psy, le
logiciel, mais que la plupart des patients confondus avec un psy humain, disaient « Ah, ton petit ami t'a fait venir ». Donc il mettait à la phrase interrogative, si vous voulez, une phrase affirmative. Puis il disait « Oui, il dit que je suis tout le temps déprimé ». Et le logiciel disait « Je suis vraiment désolé d'apprendre que tu es tout le temps déprimé ». Donc, en fait, c'était un logiciel qui se bornait à récupérer des bouts de phrases, vous avez compris, des petits patrons de phrases dans les questions, et il détournait, bien sûr, il créait les réponses à partir des bouts de phrases. Et quand il ne savait pas, il disait « Parle-moi de toi, dis-moi quelque chose », quand il ne comprenait rien du tout à la question du patient. Et les patients, quand on les interrogeait, ils étaient convaincus d'avoir affaire à un psy. Donc vous voyez, ce n'est pas très difficile de bluffer les gens sur l'intelligence des logiciels. Il y a une autre expérience très intéressante, c'est celle qui est proposée, alors ça c'est pas un logiciel, mais c'est celle qui est proposée par un philosophe américain dans les années 80, qui s'appelait la chambre chinoise. En fait, ce philosophe aussi, il a été un tout petit peu heurté de ce qu'on disait des logiciels informatiques à l'époque. On disait que les logiciels étaient faits, qu'il y avait déjà des logiciels qui pouvaient traduire, on commençait à faire de la traduction dans les années 80, il y a des logiciels qui pouvaient résumer des textes, vous lui présentiez un texte, il en faisait une synthèse, et des logiciels qui pouvaient dialoguer à partir d'un texte. Donc, le logiciel lisait le texte et on dialoguait à partir de ce texte. Donc, la plupart des informaticiens qui concevaient ces logiciels prétendaient que le logiciel comprenait. Bien sûr, puisque pour dialoguer, pour comprendre, pour traduire, a priori, il faut quand même comprendre de quoi on parle. Et Johnson dit non, pas du tout, ces logiciels, ils comprennent rien. Et pour essayer de vous en convaincre, il a proposé une expérience, et j'adore relater cette expérience. À l'époque où elle est sortie, elle a fait couler beaucoup d'encre, mais elle est toujours d'actualité. Il appelait cette expérience la chambre chinoise. J'ai toujours tendance à la travestir en prison chinoise, je trouve que ça reflète quand même beaucoup plus ce qui se passe dans ce pays. Donc la prison chinoise, c'est l'idée que vous vous baladez en Chine, vous êtes un prisonnier, et vous vous retrouvez dans une cellule, et évidemment le point de départ, c'est que vous ne comprenez rien en chinois, vous ne parlez pas chinois. Je n'ai jamais su parler chinois, et donc vous êtes enfermé dans une cellule, et le prisonnier dans la cellule voisine se ravit d'avoir un collègue, enfin un voisin soudain dans la cellule à côté. Et il lui glisse des petits mots, des petits papiers écrits en chinois. Et vous comprenez rien en chinois. Mais truc suprême, astuce merveilleuse, vous avez à votre disposition un immense bouquin. Voilà, un bouquin. Et sur la page de gauche, vous avez des espèces de calligraphes, enfin des caractères tout à fait abscons pour vous, des choses que vous ne comprenez pas en chinois. Et sur la page de droite, il y a les choses qu'il faut associer à celles qui sont sur la page de gauche. Donc les caractères chinois qu'il faut associer à ceux qui sont sur la page de gauche. Donc vous tournez les pages de ce bouquin, autant que faire se peut, vous retrouvez ce qui est écrit sur la page de gauche, et puis vous recopiez sur un petit papier ce qui doit être recopié sur la page de droite. Et vous glissez le petit papier sous la porte de la cellule. Pour votre voisin, vous parlez parfaitement chinois. Et un vrai dialogue s'instaure entre vous et votre voisin. Johnson pose la question, il dit si vous avez l'impression que ce dispositif, etc., comprend le chinois, alors vous avez raison. Vos logiciels qui traduisent, vos logiciels qui résument, vos logiciels qui répondent aux questions, comprennent ce qu'ils font. Vous voyez que c'est un truc suprême, pensez à cette expérience, parce que nos ordinateurs ne font rien d'autre. Ils ne sont que des machines syntaxiques qui associent des mots avec des mots, mais sans aucune compréhension. Il faut savoir que quand Johnson a proposé cette expérience de pensée, c'était sorti dans Scientific American, il y a eu des milliers de réponses. Des milliers de réponses, les informaticiens se sont sentis vexés, attaqués, agressés. Si nos logiciels comprennent, nos ordinateurs comprennent. Mais ce qui est très important, et sachez-le, parce que ça va revenir plusieurs fois dans mon exposé, ce qui est très important, c'est que se comporter d'une certaine manière ne veut pas fondamentalement dire que nous avons l'intelligence ou que nos logiciels présentent le même type d'intelligence que nous présentons. Donc le comportement, vous allez voir pourquoi, il y a de plus en plus de machines qui sont extraordinaires d'un point de vue comportement. Ce qu'il faut aussi se demander, c'est comment ça marche à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous différencier ces deux types d'intelligence artificielle, et pour vous les différencier, je vais vous les différencier sur trois exemples. Trois exemples dont vous avez beaucoup entendu parler. Le premier, c'est les jeux de société. On a beaucoup parlé du Go. Vous savez que le Go a été... mais moi, j'ai des informaticiens qui travaillent sur le Go depuis 10-20 ans. Vous savez que c'était une question d'aller. Il n'y a pas de question de puissance de calcul. Il n'y a pas de principes novateurs qui ont fait que les logiciels ont battu les meilleurs joueurs de Go. C'était évidemment dans l'air du temps. Mais plutôt que vous parler du Go, je vais vous parler du tic-tac-toe. Du tic-tac-toe, tout le monde connaît. C'est ce fameux jeu, vous savez, vous devez mettre 3 croix ou 3 ronds. Tout le monde l'a joué. Ça, je présume que je ne dois pas vous expliquer les règles. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous expliquer les règles. Au Go, ça aurait été un peu plus compliqué. Tic-tac-toe, tout le monde comprend. Mais le tic-tac-toe, vous pouvez faire un logiciel qui joue très bien au tic-tac-toe de deux manières différentes. Le premier, c'est ce que fait Google. Je simplifie, c'est ce que fait Google. Qu'est-ce que fait Google? Google dit, pour pouvoir jouer au tic-tac-toe, on va récupérer toutes les parties de tic-tac-toe qui ont été jouées depuis, je dirais, l'aube de l'humanité, depuis que l'être humain un jour a inventé ce jeu. Vous récupérez toutes les parties, il y a des parties qui sont gagnées, il y a des parties qui sont perdues. Et vous constatez statistiquement que les parties gagnées, c'est celles qui ont toujours commencé par une croix.
C'est statistique, elles n'ont pas toutes gagné. Mais enfin, je dirais que la majorité des parties qui furent gagnées sont celles qui ont commencé par une croix au milieu. Et donc, Google dit lui que le meilleur coup à jouer, c'est de mettre une croix au milieu. Ça, c'est l'intelligence artificielle à la Google. Je caricature, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il y a pour l'instant une bifurcation extraordinaire qui est en train de naître en intelligence artificielle. C'est le big data, puisque vous devez constituer des tonnes de parties. Hein. Et c'est le machine learning, c'est-à-dire l'ordinateur joue. On peut évidemment lui dire quand il gagne et quand il perd, puisqu'on a quand même le fait perdre et gagner. Et petit à petit, bien sûr, il va apprendre statistiquement que le meilleur coup initial, c'est de mettre la croix au milieu. C'est pas mon intelligence artificielle favorite. Mon intelligence artificielle favorite, c'est celle que j'enseigne à mes étudiants depuis maintenant une trentaine d'années. C'est celle qui, à mon sens, c'est pour ça que je faisais la différence entre celle consciente et inconsciente, c'est celle qui pense ce qu'elle fait. Et vous savez que le premier exercice qu'on enseigne aux étudiants qui font l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le min-max. C'est-à-dire, c'est une stratégie où vous déployez le jeu sur plusieurs coups, hein, vous jouez, mon opposant joue, je joue, il rejoue, et vous déployez ça sur plusieurs coups. Et à la fin, vous avez une heuristique, c'est-à-dire une simple valeur numérique qui qualifie la qualité de la partie au point où vous en êtes. Et c'est d'ailleurs comme ça que Deep Blue joue aux échecs. Le Go, il y a un mélange des deux, mais il y a de ça un petit peu aussi. Et en fait, vous remontez dans l'arbre, vous essayez de maximiser les points que vous accumulez, de minimiser les points de votre adversaire, et vous allez déduire exactement la même chose. Vous allez déduire que le meilleur coup à jouer, c'est de mettre la croix au milieu. Mais vous avez réfléchi à ce que vous faites. Vous êtes vraiment en train de jouer au tic-tac-toe, et en fait, vous jouez au tic-tac-toe un peu comme un être humain. Vous faites une anticipation des coups. Vous voyez que c'est une différente stratégie. Je vais prendre un autre exemple. Google, la voiture qui se conduit toute seule. On a beaucoup parlé de la Google Car. Dans les années 80, j'étais à Carnegie Mellon et je travaillais sur ce programme de la Google Car. Donc on a fait une première voiture qui roulait sur un autoroute américain, sans chauffeur. Bon, c'est une autoroute américaine, hein, donc c'est plus simple qu'une autoroute italienne ou quoi que ce soit, mais enfin ça tenait quand même déjà de l'exploit. Et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont on y est parvenu. Comment on a fait cette voiture automatique dans les années 80? On avait un gros réseau de neurones. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait simplement ce que le chauffeur de la voiture était censé voir et ce qu'il faisait en réaction à ce qu'il voyait. Donc, vous voyez, donc ici vous avez, voilà, vous voyez, vous avez une caméra, donc on prend simplement des photos, hein, des instantanés de la route, et ça, on met ça dans la couche d'entrée du réseau de neurones, et dans la couche de sortie, on reproduit les actions du conducteur. Par exemple, il tourne à gauche, il tourne à droite, il va devant, etc. Et vous avez une immense boîte, un immense réseau de neurones, avec des tonnes de paramètres, et vous allez simplement ajuster les paramètres de telle façon à ce que le réseau de neurones reproduise exactement les actions du conducteur. Donc en fait, le réseau de neurones doit être un duplicat, si vous voulez, un duplicata pour le dire du conducteur. Il doit, pour les mêmes entrées, il doit produire les mêmes sorties. Ce réseau de neurones, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait. Il ne sait même pas qu'il conduit une voiture. Il se borne simplement à reproduire des entrées-sorties. Et vous le mettez à la place du conducteur et il conduit aussi bien que le conducteur. Il a appris, simplement en imitant le conducteur, à conduire aussi bien que le conducteur. C'est pas comme ça que nos ingénieurs ont été formés. Nos ingénieurs, quand ils sortent des universités, quand ils doivent contrôler un process, c'est pas comme ça qu'ils font. Comment on fait? Eh bien, vous voyez, c'est niveau plus intelligent. Généralement, on fait un modèle du procédé. Hein. Bon, ça, c'est des maths, vous en doutez, c'est simplement, moi-même, je ne les comprends pas, ces maths-là. Donc, ils sont uniquement là pour montrer que les ingénieurs, c'est plus intelligent que le machine learning, dans certains cas. Donc, en fait, vous voyez qu'ils font un modèle du procédé, et puis ils ont une fonction coût à minimiser. Hein. Par exemple, dans le cas de la voiture, vous pouvez imaginer, c'est aller de l'endroit A à l'endroit B en minimisant la consommation, en évitant les obstacles, hein, en écrasant personne. Et puis, ils vont trouver ce qu'on appelle la commande optimale, donc comment conduire la voiture optimalement, de manière à réaliser cet objectif. Vous voyez que cette stratégie-là, elle est quand même beaucoup plus cognitive, puisqu'on comprend le véhicule, on comprend la fonction coût, on sait comment y parvenir, et elle est très différente de celle-là. Et le dernier exemple, c'est sans doute mon favori, c'est la traduction. C'est mon favori parce que j'ai parlé avec des linguistes qui sont un peu désespérés de ce qui se passe dans le monde de Google. Vous avez tous utilisé Google Translate, qui est un des meilleurs traducteurs, hein, il ne faut pas se voiler la face, c'est un excellent traducteur. Alors si vous lui rentrez cette phrase, j'ai fait ce test parce que j'aime beaucoup cette phrase, après ce plat de faillon, mon arrière-train sifflera 3 fois, ça vous fait rire, vous la comprenez, mais les ingénieurs de Google, ça les fait pas rire. D'ailleurs, il va me proposer une traduction, After this dish of baked beans, my inquires whistle 3 times. C'est une traduction de Google, donc vous voyez qu'en fait il passe complètement à côté, je dirais, de la subtilité de cette phrase, il n'en fait pas l'analyse syntaxique, il n'en fait pas l'analyse sémantique, il passe complètement à côté de l'allusion au film, évidemment, parce que, d'ailleurs en anglais je ne suis pas persuadé que ce film s'appelle Le train sifflera 3 fois non plus, donc en fait c'est normal qu'il passe à côté de tout ça. Et vous savez comment, donc un vrai linguiste, comment il ferait? Eh bien, il va d'abord faire une analyse syntaxique,
D'ailleurs, une des premières personnes qui s'est émue de l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est un des créateurs de l'IA, c'est un des derniers, c'est le dernier des Mohicans, c'est le dernier qui vit, c'est Noam Chomsky, qui par ailleurs est connu pour un tas d'autres raisons que l'intelligence artificielle, mais c'est un des pionniers de l'intelligence artificielle et qui doit sa notoriété en intelligence artificielle à la création des machines syntaxiques. Donc lui a inventé des algorithmes pour étudier la grammaire des phrases, en extraire la syntaxe, et puis vous savez, quand on étudie les phrases, on fait la syntaxe, la sémantique, puis la pragmatique, etc. Comment fait Google? Google, de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il constitue un immense big data, et dans cet immense big data, qu'est-ce qu'il a? Il a toutes les traductions du monde. Toutes les traductions qui ont été faites, des livres français en anglais, des livres anglais en chinois, des livres espagnols, toutes les langues dans toutes les langues. Quand vous proposez une phrase en français, en gros, je simplifie évidemment, il va chercher dans tous les bouquins français un exemplaire de cette phrase ou quelque chose qui s'en rapproche, et il propose la traduction qui a été faite dans le livre anglais. Il n'a absolument pas besoin de comprendre de quoi il s'agit. C'est de nouveau un immense appareil statistique, et étonnamment, ça fonctionne très bien. Parce que, bon, il s'avère que cette phrase particulière, n'a jamais peut-être été présente dans un livre français, il faut aller la trouver. Mais si elle avait été là, il aurait proposé la traduction anglaise. Il aurait retrouvé cette phrase et il en aurait proposé la traduction anglaise, et tout le monde se serait enthousiasmé en disant quelle bonne traduction. Vous voyez que de nouveau, c'est du big data et du machine learning. Donc c'est deux traditions. Alors je ne suis pas en train d'en dénigrer une au profit d'une autre, je suis en train de dire qu'il y en a deux. Je pense que Damien va beaucoup parler de la deuxième, qui est extrêmement performante. Il n'y a rien à redire sur celle-là, mais vous voyez qu'une bifurcation assez importante est en train de naître. Alors, vous avez d'un côté l'IA qui apprend et qui performe, c'est le big data. Alors mes conclusions pour passer un peu de temps, c'est qu'il ne faut pas vous en faire dans la mesure où, comme souvent, il y a plusieurs réponses à ça. Oui, je me rappelle un peu ce que je devais vous dire, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a d'abord des gens qui disent, vous savez, l'IA, ce qui est important, c'est une science de l'ingénieur, c'est pas une science cognitive. Donc d'un côté, il y a les sciences cognitives, et de l'autre, il y a les sciences de l'ingénieur. Les ingénieurs, ils veulent faire des choses qui marchent, des choses qui performent, pour le dire. Donc, qui se fout de savoir que ça fonctionne pas forcément à la manière d'un humain, si ça marche, si les résultats, si le comportement. Vous vous rappelez, cette pression à la performance, au comportement qui est typiquement américain, très pragmatique, ça fonctionne. Pas grave si ça ne fonctionne pas comme nous on le ferait fonctionner, mais ça fonctionne. Et donc voilà, le résultat est là, le test de Turing est réalisé, cette IA-là réussit le test de Turing dans un tas de domaines, elle conduit aussi bien qu'un être humain, elle joue au tic-tac-toe, vous voyez, donc cette IA performe. Et si vous voulez faire autre chose, vous faites des sciences cognitives. C'est pas la même chose. Les sciences cognitives, c'est la psychologie. Vous vous intéressez au cerveau humain. Mais nous, c'est pas notre but. Depuis toujours, l'inspiration humaine n'a pas été nécessaire. On fait des avions, on ne sait pas beaucoup inspirer les oiseaux pour faire les avions. Quand on a essayé de trop s'inspirer les oiseaux, à la Léonard de Vinci, etc., vous avez vu ce que ça a donné. Donc, il valait mieux penser faire une voie autrement. Donc, la performance, c'est ce qui l'emporte. Donc, l'IA qui performe, ce sont les sciences de l'ingénieur. Un avion ne bat pas les ailes. Mais même pour l'ingénieur, je donne deux recommandations. La première recommandation, c'est de dire les meilleurs IA aujourd'hui, puisqu'on en fait pas mal dans mon labo, on travaille beaucoup là-dessus, sont souvent à l'intersection des deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus complètement négliger les mécanismes cognitifs humains. La meilleure IA, c'est souvent une IA qui est un peu à l'intersection entre l'IA qui pense et l'IA qui apprend. Si vous prenez par exemple quelque chose que Google utilise beaucoup pour l'instant, qui s'appelle le deep learning, c'est les gros réseaux de neurones. Donc si vous avez un tout petit peu compris les réseaux de neurones qui conduisaient la voiture, c'est une entrée, une sortie, et on essaie d'apprendre les paramètres. Mais ce que Google a réappris, c'est que c'est intéressant d'avoir des couches intermédiaires. Et ça vient du cerveau humain. Notre système perceptif a des couches intermédiaires. Entre les yeux qui voient et l'arrière du cerveau qui interprète ce que vous voyez, il y a énormément de couches. Et ces couches, on sait à quoi elles servent. Et Google s'en est inspiré, il l'a fait à sa manière. Mais ces couches permettent d'extraire des caractéristiques des images. Et donc la perception, c'est aussi recombiner les éléments d'image. Donc vous voyez qu'il y a un peu les deux. Il y a de l'apprentissage, mais il y a quand même une inspiration neuronale assez saillante. Le jeu de Go, je pense que Damien pourra peut-être en parler, mais il y a de l'apprentissage, mais aussi il y a des arbres. Il y a des arbres min-max. Il y a des chercheurs, je sais, chez moi, qui travaillent là-dessus. Ils n'ont pas fait l'AlphaGo, mais ils avaient combiné l'idée d'arbres. C'est pas mal de projeter un peu en avant, de voir ce que vous feriez, ce que ferait l'adversaire, etc. Donc ça, c'est plus cognitif, mais il y a aussi beaucoup d'apprentissage. Et Watson est très intéressant. Vous savez, Watson, c'est ce logiciel qui a battu les meilleurs joueurs au jeu de Question pour un champion. C'est pas Question pour un champion, c'est Jeopardy, qui est un jeu qui ressemble très fort à Question pour un champion. C'est quand même impressionnant de savoir que ce petit logiciel-là a battu les deux meilleurs joueurs de Question pour un champion depuis l'aube de l'humanité. Et donc aux États-Unis, ça fait couler beaucoup d'encre. En fait, alors c'est très intéressant parce qu'il brasse une quantité extraordinaire de connaissances. Évidemment, il a des big data, il a des Wikipédia, il a des bouquins, il a tout ce qu'il faut, il a une connaissance énorme. Il fait beaucoup d'appariements syntaxiques. Et aussi, il fait de l'apprentissage. Au début, quand on a fait jouer Watson, quand on l'a conçu, il répondait complètement à côté. Et donc on lui a fait jouer toutes les parties. C'est
C'est comme si vous preniez un logiciel de questions pour un champion et vous lui faites jouer toutes les parties de questions pour un champion depuis le début de ce jeu, et vous le recalibrez en disant oui, là, tu as répondu Pompidou, mais c'était De Gaulle. Et donc petit à petit, le logiciel va réapprendre en disant oui, mais ces questions reviennent assez souvent, il va faire des statistiques sur base d'un big data qui sont toutes les parties de Watson. Vous voyez qu'il y a les deux traditions. Mais surtout, ce qui m'effraie, si vous voulez, puisque vous avez parlé d'Egon Musk, je vais terminer sur ce slide, ce qui m'effraie dans l'évolution de l'intelligence artificielle, puisque de fait, il y a des grands penseurs aujourd'hui qui s'effraient. Bill Gates s'est effrayé, Musk s'est effrayé, Stephen Hawking s'est effrayé, il y a même une pétition, Marco de Rigo-Chémo a signé la pétition, donc il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'effrayer de cette tendance-là de l'intelligence artificielle, puisque cette tendance-là est quand même très préoccupante. Le machine learning, il fonctionne très bien, mais le grand problème, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il est très difficile, ces systèmes sont incapables d'introspection, ils sont extraordinairement performants, mais ils n'ont pas la moindre idée de la raison pour laquelle ils se comportent aussi bien. Et on peut se demander si, à l'ère où on va confier de plus en plus à des logiciels la responsabilité de conduire une voiture au point Montgomery à l'heure de pointe, vous voyez un peu le truc, quoi. Ou surtout avec les nouvelles règles qu'on rentre pas dans les carrefours, etc. À l'ère où on confie quand même à des logiciels, et ça c'est vrai, et ça on ne le sait pas assez, mais c'est vrai que les drones en parlent beaucoup, mais ce qui est assez extraordinaire dans les drones tuent depuis maintenant 1 ou 2 ans, enfin depuis longtemps ils tuent, mais pendant tout un temps ils tuaient parce qu'ils étaient commandés par des opérateurs humains. Maintenant ils tuent de manière autonome parce qu'ils ont un système d'apprentissage qui leur permet de différencier une cible, une vraie cible, une cible menaçante, une cible civile. Et ces drones tuent, l'année passée ils étaient responsables de quelques milliers de morts, et je trouve que moi, quand un système, un logiciel prend des responsabilités aussi sensibles pour la société, pour le bien-être humain, il me semble indispensable, fondamental de comprendre pourquoi et comment ils prennent ces décisions. Jean-Pierre Hansen avait organisé une conférence il n'y a pas très longtemps sur le problème de la responsabilité et la perte de responsabilité dans les systèmes complexes. Et Alain Herali, qui est un très chouette sociologue, était présent à cette conférence, et il disait pour moi, une des définitions de la responsabilité, c'est de la capacité de rendre compte, d'expliquer le pourquoi, de pouvoir se défendre, si vous voulez, devant un tribunal, de pouvoir expliquer pourquoi on a fait son geste, même un horrible geste, il faut pouvoir l'expliquer. Ici, ces logiciels, ils se comportent de manière extraordinaire, mais ils n'ont plus la moindre idée de pourquoi ils se comportent ainsi. Et ça, je pense que c'est une source de préoccupation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo.